Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Aujourd'hui, pour me tenir compagnie pendant une petite demi-heure, Michelangelo Loconte. Ça va, Michelangelo? Parfait, merci. Déjà, c'est trop stylé de s'appeler comme ça. Déjà, C'est ça marche. beau, Déjà, ça va. la sonorité. Alors, tu es chanteur. Le grand public t'a découvert au début, en 2009, dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Tu tenais alors le rôle de Wolfgang Amadeus Mozart, un rôle qui va te mener à 3 Energy Music Awards. C'est énorme. Oui. Et un single numéro 1 des ventes en janvier 2009. Ce rôle, après, il t'a suivi aux 4 coins du monde. Tu as participé jusqu'à l'année dernière au spectacle baptisé Les Comédies Musicales. Oui. Il y avait dedans Merwan Rim, qu'on a reçu à ta place il y a très peu de temps. Et Que je salue. on a passé un super moment. Mais en cette année 2025, tu fais ton grand retour en solo avec un single qui s'appelle Rendez-vous au pont. Alors, c'est le prélude d'un album qui va sortir après cette année ? Oui, il va sortir le 24 ou 25 avril, mon album, comme ça, disponible sur toutes les plateformes. Et pour le moment, on en est au premier single Mais c'est un chouette album parce que c'est une aventure humaine. Ce n'est pas programmé par les structures, par les maisons de disques. C'est des rencontres vraiment humaines. C'est une histoire d'amitié avec le directeur artistique. Oui. Ouais, pour la conception de cet album. Oui, qui est Eric Serra, en fait, qui m'a aidé à faire cet album. Tu nous parles un peu des premiers retours sur le single ? Les gens trouvent que c'est du sérieux, que c'est vraiment du vrai travail. C'est tout ce que je voulais. En fait, on espère toujours, quand on fait ce métier sérieusement, d'être beau comme on veut être beau. C'est-à-dire ? C'est quelque chose qu'avait dit Eric Serra, mon directeur artistique, pendant un dîner. Et elle a dit que là, je me trouve beau dans ce projet comme je veux être beau. C'est-à-dire, je me trouve au travail. Pas que de l'esthétique, de la beauté. Oui, de l'art. je parle d'une autre beauté, de se voir à l'écran, au boulot. On vit une époque de grande confusion entre les métiers artistiques. Donc, du coup, quand on se voit vraiment travailler à quelque chose d'important et de ne pas faire des compromis, de ne pas confondre la propagande et la communication. Ça, c'est vraiment génial, parce que parfois les gens se font de la propagande, ils ne croient même pas à ce qu'ils font, mais moi, je crois à ce que je fais. Est-ce que tu as d'autres projets dans les prochains mois ? Oui, des lives, plein de choses, mais qui tournent autour des voyages de cet album. toujours. Hein? Tout va tourner autour de cet album. Oui, cet album, et je vais enchaîner vite aussi les deuxième, les troisième albums, parce que j'ai en stock de mon côté beaucoup de travail fait en project studio chez moi, donc du coup, c'est des choses qui doivent à bout d'un moment sortir au public. On va arrêter de se projeter dans le futur, on va regarder un petit peu derrière. Oui. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Cerignola, en Italie. Dans les Pouilles. Italie, dans les Pouilles. La chance. Moi, j'ai vu que dans les films. La chance, après, c'est des endroits où c'est pas facile de devenir Mozart de Mozart l'Opéra Rock à partir de ça. Pourquoi ? Il n'y a rien à faire ? T'es isolé là-bas ? Non, t'es pas isolé, mais je veux dire... moi, j'ai entendu de beaucoup de gens qui voulaient avoir une occasion dans la vie et qui se plaignaient alors qu'ils sont à côté de Paris. Mais moi, j'étais pas à côté de Rome, j'étais à 3 heures de Rome, j'étais dans le sud d'Italie, mais c'était un bel endroit, en fait. Oui, c'était un bel endroit. Après, il y a des problèmes de périphérie, la délinquance, des problèmes comme ça, mais bon, vivre en Italie, c'est quand même un avantage, c'est beau, à mon avis. C'était comment ton enfance là-bas ? Quels souvenirs t'en gardes ? C'est une question. Moi, j'ai eu une super enfance, je trouve. Voilà. C'était comment ton quotidien ? Mon quotidien quand j'étais petit, je me rappelle une enfance pleine de créativité, de passion, d'énergie, de bonne foi, surtout en fait. Tu avais des frères et des sœurs ? Oui, j'ai des frères et des sœurs. J'ai mon frère Pietro, ma sœur Angela. Ma sœur plus grande que moi, mon frère plus petit que moi. Ah, t'es au milieu. Ouais. Parfois, on dit qu'il est un peu délaissé, celui du milieu. Ah non, pas du tout. C'est pas mon cas. Tu prenais déjà beaucoup de place ? Oui, un peu beaucoup. Ouais. T'avais quelle relation avec eux en grandissant ? J'étais extravagant depuis petit, donc du coup, vrai ? oui, du coup. À quel âge ? Les gens souriaient dès qu'ils me voyaient parce que j'étais particulier. Je sais pas, mais toute mon enfance, même l'adolescence, j'étais toujours un cas spécial. Je veux dire, même pour les écoles. Dans le style ou dans tout ? Dans tout, vraiment dans tout.
J'étais un enfant un peu particulier. Voilà. Et comment c'était perçu dans ton foyer, dans la maison, dans la famille? Ben, c'était perçu bien. Après, dans la société, c'était difficile parce que tu sais, les gens essaient toujours de nommer quelque chose ou d'inscrire. Parfois, les gens voulaient me mettre dans des cases, interpréter ma façon de faire, de voir la vie, et parfois en négative. Ils pensaient que. Voilà, j'ai eu une école bizarre, même pendant mon enfance. Pendant la première école que j'ai faite, je me rappelle, j'ai dû passer même dans une classe de soutien. C'est-à-dire, je suis allé, je sais pas comment, je connais pas bien la terminologie en De français, soutien, tout ça. oui. Non, c'est-à-dire, Qu'est-ce j'étais que avec c'est des handicapés, des trucs comme ça, parce qu'ils pensaient en fait que j'étais Ah oui. ralenti au niveau de, pas parce que j'étais ralenti dans les conversations, j'étais ralenti à l'école. C'est-à-dire Donc en que fait, il t'avait mis à l'écart, il t'avait différencié des autres. il y avait des matières que je ne comprenais pas et Ah j'avais bon un comportement étrange envers l'école, de toute façon. Envers, C'est-à-dire, c'est très difficile de parler de ça. qu'est-ce que tu faisais? Comment je peux expliquer ça? Surtout avec mes souvenirs, parce que je n'ai pas les... là, on parle de quelqu'un qui connaît les échecs dedans, pas de haut, quoi. Donc, du coup, c'est difficile d'en parler. Par exemple, je peux sûrement donner des exemples pratiques. Je faisais des dessins. Ok, donc j'étais au cours de dessin et la maîtresse pensait que j'avais mal fait mon dessin. Un jour, c'était une prairie, on voulait dessiner une prairie avec une maison. Moi, je me suis concentré, j'ai fait la maison au loin, mais je me suis concentré sur la prairie. J'ai mis le noir, le vert, le jaune, comme ça. Et elle a dit, la prairie, elle est verte. Ah, elle te laissait pas libre cours à ton Mais imagination. ce n'était pas vrai. La prairie n'est pas verte. Elle était noire, jaune, parce que c'était les reflets que je dessinais. Donc j'étais fort en dessin, j'étais fort en observation, j'étais fort... j'avais un cerveau déjà artistique. Oui. Sauf que les gens ne le comprenaient pas spécialement. Et ça n'arrivait pas à être intégré dans cette école. Dans toutes les écoles en général. Les écoles ne sont pas faites pour ça. Donc par exemple, un jour, il y avait une dictée et j'ai fait des ondes. Parce que j'aimais bien, en fait, la vitesse, j'aimais bien les gestes. Et donc, je faisais ça. Oui, mais là, elle peut pas te noter sur ça. Je me prenais... Mais non, mais quand elle a vu le résultat sur mon carnet, elle a dit, mais il y a un problème, c'est pas possible. Et ça m'est arrivé toujours des trucs comme ça. Et je me suis retrouvé vite dans une... que mes compagnons de banc étaient des gens qui ne pouvaient pas suivre l'école, comme ça. D'ailleurs, je suis devenu un grand ami d'un garçon qui était carrément handicapé Down, le syndrome de Down, comme ça. C'est quoi ce syndrome? C'est quand tu es vraiment handicapé mental, c'est-à-dire quand qu'il avait le visage un peu comme tous les garçons comme ça qui se ressemblent un tout petit peu, et ça s'appelait Marco. Et que c'était génial, c'était un garçon génial, il m'a défendu, même... Et est-ce que tu es arrivé à avoir une scolarité classique, à aller jusqu'au bout de ta scolarité dans ces conditions? Après, pas au début. Pas au début. Mes parents essayaient évidemment de me défendre parce qu'ils étaient même profs, comme ça, ils essayaient de Ah oui, de tes parents étaient professeurs? Oui, oui, de justifier mon comportement. C'était très dur dans l'école. Eux, ils comprenaient ton comportement? Ah oui, parfaitement, oui. Pour eux, c'était pas... Ils auraient pu noter un élève qui rendait des ondes à la place de la dictée? Ils savaient pourquoi je le faisais. Oui, mais comment ils auraient... Si tu avais été leur élève, ils auraient procédé comment? Ils auraient gagné puisqu'ils ont inventé une méthode qui était approuvée par le gouvernement, donc du coup... C'est vrai? Oui. Grâce à toi? Non, grâce à eux. Mais est-ce que c'est toi qui les as inspirés? Non. Non? Non, c'est parce qu'ils travaillent dans un quartier un peu difficile. Et donc, ils ont fait en sorte que beaucoup d'enfants qui n'étaient pas censés s'intéresser à l'école puissent savoir faire parfaitement les maths, connaître la littérature, s'intéresser à la littérature. Et que certains, même inscrits dans une famille de délinquants, ils puissent avoir un intérêt pour le travail et pour la vie future qui n'était pas spécialement celle de l'éducation, elle a vraiment fait partie de ta vie? Oui. Pédagogie aussi. Et tes frères et tes sœurs, c'était quel genre d'élèves, eux? Ils étaient plus classiques? Oui. Oui. Oui, ils étaient plus classiques. Surtout ma sœur régulière, parfait. Et du coup, eux, ils avaient quel comportement avec toi? Parfait, tout se passait bien? Bien, oui. Ils n'étaient pas dérangés du fait que tu puisses t'exprimer différemment de eux? Non, parce que j'étais toujours un fou gentil, donc du coup... C'est comme ça que tu te définis?
Oui, oui, même mes professeurs, même au lycée, je veux dire, ils ont toujours dit... ils ont toujours eu des problèmes avec moi, mais toujours avec le smile, toujours avec le sourire. Est-ce que tu étais quand même bon élève malgré tout? Euh, Au niveau de la sensibilité, oui. Au niveau protocolaire, non. Ouais. Les notes, ça suivait pas? Non, pas toujours. Pas toujours. Mais si on savait stimuler mon intérêt, je pourrais aller loin, en fait. Et comment ça s'appelait cette méthode que tes parents ont créée? La giostra, le carrousel. Et donc, du coup, en quoi ça consiste? Ben, ça représente, en fait, c'est... Pourquoi carrousel? Parce que ce n'est pas une course. C'est un rond. Donc ça tourne, c'est tout. Tout le monde y gagne. Voilà, donc c'est une prise de responsabilité de l'école par rapport aux élèves. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que, par exemple, les devoirs à la maison, ce n'est pas... c'est écrit nulle part. C'est pas obligatoire. Non. C'est quelque chose qu'on a décidé de faire, mais ce n'est pas pédagogique, personne n'a jamais décidé. Et quand un enfant il a des difficultés chez lui, pour les parents, je veux dire, moi un jour quand j'essayais de faire de pédagogie, parce que j'ai même fait un examen de pédagogie, j'ai tenu une classe pendant une période, j'ai vu un enfant qui avait des signes de fourchette sur la tête. C'est inutile de lui demander de l'histoire italienne, c'était qui les rois de Rome, alors Il y a plus grave qui se passe. que l'enfant, il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas faire les devoirs à la maison. Et même s'il les fait, il ne peut pas se concentrer dessus. Parfois, c'est les parents qui terminent les devoirs à la maison des enfants, qui sont crevés. Donc, ça a toujours été quelque chose qui a parfois même dérangé un peu les familles. Donc, alors que si l'école était juste une responsabilité des profs, et pas seulement... Et en fait, eux, dans leur méthode, c'est qu'ils voulaient que l'école ne soit que la responsabilité des profs et qu'il n'y ait plus ça à la maison? Oui, c'est-à-dire qu'ils se concentraient sur l'apprentissage. Avoir la capacité d'apprendre à un enfant quelque chose. Et s'il n'arrive pas à l'apprendre, c'est ta responsabilité que tu es prof, puisque tous les enfants sont différents. Et le langage, donc, il est différent, enfant par enfant. Par contre, il y a des méthodes qui peuvent résumer tout. Et tu peux les intéresser tous à une matière, et voilà. Et ça, c'est leur méthode? Oui. Après, eux, ils sauraient l'expliquer dans les détails. Moi, Tu l'as pas étudié dans le détail, leur méthode? Non, non, absolument pas. Tu l'as pas pratiqué? Je l'ai pas lu. Mais non. Je l'ai pas lu, non, mais parce qu'avec autant de conversations à la maison, je n'ai pas trouvé intéressant de lire en plus le livre qui... Et c'est une méthode qui est toujours appliquée en Italie en ce moment? Oui, par certains, oui. Certains y croient. Oui. Dans des écoles particulières? Non, pas spécialement. D'ailleurs, mes parents, ils ont reçu la lauréat honoris causa. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas la lauréat à l'université, ben, ils allaient faire des cours à l'université pour les profs, pour devenir... Donc, du coup, ils ont... Est-ce que toi, tu gardes quand même dans tout ça un bon souvenir de ta scolarité? Oui, toujours. Parfois incompris, mais l'incompréhension, je l'ai rencontrée tout le cours de ma vie, donc y compris maintenant, en forme beaucoup plus grave en adulte que par les un enfants. enfant. Oui. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? De l'enfance? Ouais. De l'école, ça peut être le collège. Parfois, il y a des gens que tu oublies, mais il y a des gens que tu n'oublies pas. Voilà. Mais tu n'es pas en contact? Non, je suis suis pas en qu'ils sont contact. toujours dans le cœur ou dans la tête? Je suis pas en contact. En plus, je viens d'une ville, même si c'est 70 000 habitants, mais tout le monde se connaît. Est-ce que tu avais des matières préférées, un prof préféré qui t'a marqué? Oui, j'ai eu, mais plutôt de l'âge plus adulte que pas vraiment l'enfance. À quel âge? Je ne croyais pas dans les profs quand j'étais petit. Je ne croyais pas que la vérité était dans les profs. Donc tu les écoutais pas? Non, pas spécialement. Non. Je ne faisais pas confiance. Mais t'arrivais quand même à passer des classes, à faire des examens, à réciter ce qu'on te demandait. Oui, pas trop petit, mais après quand j'ai commencé à grandir, oui, je faisais des examens. Mes parents, ils m'aidaient à me concentrer, j'étais intéressé dès qu'on parlait de littérature, comme ça. Quand on arrivait en maths... Tout le monde, il fallait les sujets qui t'intéressent. Une des raisons pour laquelle je suis arrivé dans l'école, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis avec des enfants en retard, c'était ma compréhension des mathématiques. C'est-à-dire j'étais vraiment incapable de comprendre les mathématiques.
Mon grand-père m'a appris la montre, à lire la montre sous les 25 ans. Ah oui. J'avais 26 ans quand j'ai pratiquement. Et tu faisais un rejet des chiffres, quoi. Oui, j'avais un refus des chiffres. Et tes parents qui étaient professeurs, ils étaient OK à ce qu'on te mette dans une classe avec des élèves qualifiés en retard? Non, absolument pas. Et donc ils se sont... Oui, ils se sont battus contre ça, mais ils ont compris qu'il fallait passer par là pour prouver à quelqu'un que, voilà, donc ils les ont laissé faire. En plus, c'était de leur école, j'étais sous surveillance. Je n'étais pas abandonné à... Et ça a duré combien de temps, ça? Pas longtemps, mais ça m'a marqué. C'était suffisant pour me marquer, pour me mettre le doute. À toi, sur qui tu es? Sur qui j'étais. Ça, c'était pas une période agréable à vivre, j'imagine. Non, c'est retourné parfois, juste au moment où j'ai commencé vraiment à... Le rock m'a sauvé, en fait. La musique m'a sauvé. C'est-à-dire, m'a donné la confiance en moi. Parce qu'à partir du moment où je me suis maquillé et j'ai commencé à faire des concerts de New Wave, de rock New Wave comme ça, et que j'ai vu les gamines s'intéresser un tout petit peu à ma personne, j'ai compris que j'étais sur le juste chemin et que j'avais pas de problème. Voilà. On l'a pas encore dit, mais tu as un enfant qui n'a pas encore l'âge d'aller à l'école. Oui. Mais c'est un sujet qui va bientôt te concerner. Une petite fille qui s'appelle Stella. Oui. Elle a quel âge? Elle s'appelle Stella Garcia Loconte et le 5 mars, elle fait 2 ans. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu commences à regarder de plus près l'école, à te dire, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça qui change pour quand ma petite fille, elle va y aller? Que l'école change? Ouais, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer dans l'école? Est-ce que tu connais déjà l'école française? Non, pas spécialement, mais je vois déjà... Oui, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans l'école. Tu commencerais par quoi? C'est un peu compliqué à dire. L'être humain peut fonctionner beaucoup mieux avec une prise globale de conscience des matières déjà, que dans l'école elles sont complètement divisées, alors qu'elles ne sont pas divisées dans la vie. Tu voudrais qu'elles soient reliées entre elles? La géographie et l'histoire sont reliées dans la vie. Et dans la vie. Complètement. Une guerre amène des problèmes aussi géographiques, voilà, comme ça. Donc, séparer les matières. Par exemple, étudier la mathématique autant que science abstraite, sans la relier à la réalité. Je veux dire, les matières elles pourraient être plus... Tu voudrais toutes les lier entre elles? Oui, pour moi, oui, ce serait mieux. Ce serait compliqué dans la pratique à réaliser. Il faudrait revoir le programme dans son intégralité. Oui, mais à l'école, ils se font des choses bien plus compliquées juste pour les structurer, alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment totalement structurer de cette façon. Comment tu la rêves, l'éducation de ta fille? Elle n'aura pas l'éducation juste à l'école seulement. Bah ça, on te fait confiance. Ouais. Il y aura quelle autre porte d'ouverte? Ben non, il y aura déjà elle comprendra que l'art est important dans la société, bien plus de ce que l'école te fait croire. L'art et la culture sont reliés entre elles et sont importantes. C'est important de les relier. Et ça, on ne le comprend pas spécialement à l'école, mais par exemple, je parlais avec un galériste l'autre jour et qui me disait c'est bizarre que tout le visuel du monde entier, tout ce qu'on a au niveau des tableaux, de l'histoire de l'art comme ça, il est totalement ignoré dans l'éducation, c'est-à-dire les gens n'ont pas besoin de connaître ça pour s'approcher à tout ce qui est graphique, à tout ce qui est... C'est dommage. Et elle a dit, c'est dommage que ce soit un monde complètement fermé aux enfants, dans l'éducation, et voilà. Donc ça, tu apporteras ça dans l'éducation? Forcément, je ne le ferai pas exprès. C'est déjà le cas avec la musique. Et si tu dois te projeter dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? Ou plutôt, tu l'espères comment? Il faut la moderniser sur beaucoup la société, elle n'est plus comme quand l'école était créée. Notre école, elle est vieille. Elle est structurée sur des valeurs un peu plus vieux.
En réalité, aujourd'hui, il faudrait étudier la biomimétique, en fait des choses qui peuvent aider la planète à s'améliorer. On doit donner beaucoup plus d'importance à l'éducation, puisque l'éducation, c'est les gens de demain et c'est notre avenir. Les gens l'oublient ça. Ce qu'on fait dans les écoles, c'est l'avenir. On a parlé de ton parcours scolaire. Maintenant, on va parler de ton parcours professionnel. Est-ce que plus jeune, il y a un autre métier que chanteur qui te faisait rêver? Toujours dans l'artistique, peintre. Tu aurais pu être Oui, peintre, ouais. Est-ce que tu as essayé d'aller dans cette voie-là ou pas du tout? J'essayais, mais j'avais du mal à vendre les tableaux. Ah, tu as essayé? Ça me coûtait cher de faire un tableau. Moi, quand je fais de l'art, je la fais sincèrement. Donc forcément, il y a quelque chose de moi qui est dévoilé dans quelque chose que je fais. Et avec les chansons, c'est facile pour moi, parce que les chansons, tu les fais, c'est à tout le monde, et à toi aussi. Donc c'est un partage. Une œuvre comme un tableau, c'est différent, parce que tu le peins, et tu dois t'en séparer, tu dois le donner à quelqu'un si tu veux le vendre. Et tu ne peux pas exposer si tu ne vends pas. Oui. C'est bien le problème. Tu as aussi fait du théâtre et de la comédie. Oui. Oui. Depuis que j'avais 5 ans, je me suis concentré beaucoup sur le théâtre, et voilà, comme ça. Et alors, comment tu décides finalement de te concentrer plus que sur la musique? C'était plus intéressant pour moi. C'était un langage plus métaphysique, donc plus meilleur pour moi. Ça nous a pas échappé, t'es italien. Comment est-ce que tu te retrouves à faire carrière en France? Ben, moi, je voulais voyager déjà. Et il y avait une période en Italie où ils avaient refusé que je fasse du rock, donc ils voulaient me diriger. Qui a refusé? Ben, une maison de disques, ils voulaient me rediriger sur un genre un peu plus... Parce qu'à l'époque, quand je suis parti, c'était les années 90, donc du coup, les gens croyaient à une musique beaucoup plus mélodique en Italie. Au contraire d'aujourd'hui, qu'il y a vraiment du rock italien partout, même dans le monde, avec les Måneskin. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Donc, du coup, le père de Laura Pausini, que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu, donc il m'a conseillé, pourquoi tu ne vas pas en Belgique? Parce que là, il y a les usines, il y a les vrais studios. Un jour, j'ai commencé à voyager. Grâce à un concours de chant, je me suis éloigné de l'Italie. Et après, ça continuait, mon périple, comme ça, jusqu'à quand j'ai atterri en France. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, il se passe que j'ai rencontré des gens qui étaient en train d'organiser ce grand travail qui est Mozart l'Opéra Rock. Au début, ils m'ont proposé, mais moi, je n'y avais pas cru, parce que la France est un pays de puristes. Et raconter Mozart en musique de variété, ça me faisait peur. Et donc, du coup, j'ai dit non. Moi, surtout que j'aimais le rock et que j'aimais Mozart, j'avais peur d'abîmer quelque chose de culturel. Après, quand j'ai découvert qu'il y avait des artistes dessus, et comment il était conçu, ce musical, alors voilà, j'ai compris que c'était quelque chose de différent. J'ai fait l'audition comme tout le monde, quand même. Ouais, et t'obtiens le premier rôle. Oui, ben, c'était super. Comment t'expliques cette réussite? Ben, l'intensité avec laquelle je me bats pour des trucs artistiques, peut-être, voilà. J'y crois tellement que... Ta passion, quoi, ton animation. Oui, c'est de l'ardeur, en fait. Comment tu gères ce succès soudain? Alors moi, je ne le gère pas parce que, en fait, je suis très concentré sur mon travail d'artiste. Ça me passionne aussi. Donc, du coup, je n'ai jamais l'impression d'avoir beaucoup de succès. J'ai l'impression de me battre puisque mon rêve, en fait, c'est de faire des chansons à moi, c'est de faire des albums à moi et qui ne soient pas totalement ignorés par le public et qui soient appréciés par un petit public. Donc, du coup... mon vrai rêve, c'est pas que je l'ai réalisé totalement, en fait. Je suis encore là à mon premier album, donc du coup, je le vis très bien, le succès. C'est un succès qui t'a accompagné pendant 15 ans, quand même, cette comédie musicale. Il Oui. est tourné dans le monde entier, il y en a encore aujourd'hui. T'as quelle relation avec cette comédie? Ben, moi, j'ai un énorme rapport avec Mozart l'Opéra Rock. Maintenant, ce n'est plus un jeu pour moi, ce n'est plus... je ne sais pas expliquer, c'est quelque chose de beaucoup plus important aujourd'hui. C'est presque une responsabilité, une mission que j'ai, en fait, d'accomplir au milieu ce musical, qu'en plus, il est très fatigant dans mon rôle. C'est peut-être pour ça que je l'ai encore, ce rôle-là, parce que normalement, j'aurais dû être à la retraite sur ce rôle-là. Mais... Tu penses que c'est pas facile à reprendre pour Non, c'est pas facile. C'est pas que je pense, je le sais, je sais. Je sais que c'est très difficile déjà physiquement. Ça peut t'amener même à l'hôpital, donc du coup c'est très dur. Pourquoi ça te peut t'amener à l'hôpital? Ben, pour plein de raisons.
Par exemple, si tu transpires plusieurs fois pendant chaque soir, ben, moi, je me suis déjà opéré à cause de ça. C'est-à-dire, en fait, je me suis opéré des fois parce que la santé ne suivait pas, parce que j'ai dû dépasser mes Et pas les mes autres possibilités. qui sont dans la comédie musicale? C'est plus facile pour eux. Ils ont des moments de répit alors que moi pas. Voilà. L'année dernière, tu es parti en tournée, tu étais aux côtés de Cécilia Cara, Damien Sargue, etc. Eux, ils ont continué la tournée et toi pas. Pourquoi? Parce que il fallait que je me concentre sur mon... Album? Oui, sur mon album perso, que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire full time. Je voulais voir... Cet album a été fait en collaboration avec Eric Serra. Il fallait se voir beaucoup pour avoir une entente, une vraie entente musicale et pour se retrouver en studio. Il fallait vraiment y perdre du temps. C'est très important. Voilà, on peut pas faire tout par mail. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? D'être compris. C'est si important? Oui, plus je m'exprimerai, plus je serai... Oui, c'est très important. C'est très important. Parfois, j'étais... Vous savez, j'ai encore un peu le syndrome de Peter Pan. Parce que j'ai l'impression que tu t'es construit en te disant « je suis l'incompris et c'est comme ça ». Mais je suis assez incompris. Et si Voilà. tu sors de ce rôle, est-ce que tu crois que... Enfin, de cette position, est-ce que tu penses que finalement tu seras adapté? Oui, mais j'ai de la bonne foi que... Et les gens, parfois, ils pensent que j'ai de la mauvaise foi ou que je calcule quelque chose parce qu'eux, ils calculent des choses, parce qu'eux, ils ont des vices, parce qu'eux, ils ont des problèmes. Alors que moi, parfois, j'ai une approche plus d'enfant sur le monde, sur la vie. Donc, du coup, c'est facile de me comprendre, si on veut. Alors, c'est un souhait pas si facile que ça Oui, à je réaliser, mais c'est ce qu'on te souhaite. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs, tous tes points de vue. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV. À bientôt.